La plus grande injustice jamais faite aux Indiens fut peut-être la façon dont les troupes des États-Unis traitèrent notre tribu vers 1863. Le chef de notre tribu, Mangus Colorado, partit faire un traité de paix pour notre peuple avec les Blancs d'Apashtejo, dans le Nouveau-Mexique. On nous avait dit que les hommes blancs de cette ville étaient plus amicaux et plus dignes de confiance que ceux de l'Arizona, qu'ils respecteraient leurs traités et ne tromperaient pas les Indiens. Mangus Colorado, avec 3 autres guerriers, se rendit à Apashtejo et tint un conseil avec les citoyens et des soldats. Ils lui dirent que s'il venait avec sa tribu vivre auprès d'eux, ils lui procureraient de la part du gouvernement des couvertures, de la farine, des vivres, de la viande et toutes sortes de provisions. Notre chef promit de revenir dans 2 semaines à Apashtejo. Quand il revint à notre camp, il rassembla la tribu entière pour tenir conseil. Comme je ne croyais pas que les gens d'Apashtejo feraient ce qu'ils avaient dit, je m'opposai au plan. Mais il fut décidé que Mangus Colorado retournerait à Apashtejo avec une partie de la tribu pour recevoir des rations et du ravitaillement. Si tout se passait comme prévu, et si les hommes blancs respectaient fidèlement le traité, le reste de la tribu le rejoindrait et nous nous installerions de façon permanente à Apashtejo. J'étais chargé de la moitié de la tribu qui restait en Arizona. Nous donnâmes presque toutes nos armes et munitions à la moitié de la tribu qui partait pour Apashtejo, pour qu'en cas de trahison, ils soient capables de se défendre. Mangus Colorado et environ la moitié de la tribu partirent donc pour le Nouveau-Mexique, contents d'avoir trouvé des hommes blancs qui seraient bons avec eux, et avec lesquels ils pourraient vivre dans la paix et l'abondance. Nous n'entendîmes plus jamais parler d'eux. Cependant, d'autres sources nous apprirent qu'ils avaient été capturés traîtreusement et massacrés. À cette nouvelle, nous ne savions pas quoi faire exactement, mais craignant que les troupes qui les avaient capturés ne nous attaquent, nous nous retirâmes dans les montagnes proches d'Apache Pass. Durant les semaines qui suivirent le départ de notre peuple, nous étions dans l'incertitude, et ayant oublié de nous assurer des vivres, nous avions épuisé toutes nos provisions. C'était une raison de plus de changer de camp. Pendant cette retraite, en passant à travers les montagnes, nous découvrîmes 4 hommes avec un troupeau de bœufs. 2 des hommes étaient devant, dans un buggy, et les autres étaient derrière à cheval. Nous les tuâmes tous les 4, mais nous ne prîmes pas leurs scalps. Ce n'étaient pas des guerriers. Nous emmenâmes le bétail dans les montagnes, installâmes notre camp, et commençâmes à tuer le bétail pour conserver la viande. Avant que nous ayons fini ce travail, nous fûmes surpris et attaqués par des troupes des États-Unis qui tuèrent en tout 7 Indiens, 1 guerrier, 3 femmes et 3 enfants. Les troupes du gouvernement étaient à cheval, et nous l'étions aussi. Mais nous étions pauvrement armés, puisque nous avions donné la plupart de nos armes à la moitié de la tribu qui était partie pour Apashtejo. Nous combattîmes surtout avec des lances, des arcs et des flèches. Au début, j'avais une lance, un arc et des flèches, mais en peu de temps ma lance et toutes mes flèches avaient disparu. Une fois je fus encerclé, mais en me baissant d'un côté de mon cheval puis de l'autre, tandis qu'ils galopaient, je réussis à leur échapper. Pendant ce combat, beaucoup de guerriers durent laisser leur cheval et s'enfuir à pied. Mais mon cheval était dressé à répondre à mon appel, et généralement, sitôt que j'atteignais un endroit sûr, si je n'étais pas poursuivi de trop près, je l'appelais. Pendant ce combat, nous nous éparpillâmes dans toutes les directions, et 2 jours plus tard, nous retrouvâmes à l'endroit de rendez-vous convenu d'avance, à environ 80 kilomètres du champ de bataille. 10 jours après, les mêmes troupes des États-Unis attaquèrent notre camp à l'aube. Le combat dura tout le jour, mais nous n'avions déjà plus de lances ni de flèches bien avant 10 heures du matin, et pendant le reste du jour, nous n'eûmes que des pierres et des massues pour combattre. Ces armes ne pouvaient faire que bien peu de victimes, et la nuit venue nous déplaçâmes notre camp à quelques 5 kilomètres en arrière dans les montagnes, où il était difficile pour la cavalerie de nous suivre. Le lendemain, les éclaireurs que nous avions laissés derrière nous pour observer les mouvements des soldats revinrent en disant que les troupes étaient reparties pour la réserve San Carlos.
Quelques jours après, nous fûmes à nouveau attaqués par une autre compagnie des troupes des États-Unis. Juste avant ce combat, une bande d'Indiens Shokonen, sous la direction de Cochise, s'était jointe à nous, et Cochise prit le commandement des 2 divisions. Nous fûmes repoussés et décidâmes de nous séparer. Après nous être séparés, notre tribu, les Apaches Bedonkohe, se réunit près de son ancien camp et attendit vainement le retour de Mangus Colorado et de leurs frères. Nous ne reçûmes aucune nouvelle d'eux, sauf celle qu'ils avaient été traîtreusement assassinés. Le conseil fut réuni, et comme l'on pensait que Mangus Colorado était mort, je fus élu chef de la tribu. Pendant une longue période, on nous laissa tranquilles. Ce fut plus d'1 an après mon élection à la tête de la tribu que des troupes des États-Unis attaquèrent notre camp par surprise. Ils tuèrent 7 enfants, 5 femmes et 4 guerriers, prirent tout notre ravitaillement, nos couvertures, nos chevaux, nos vêtements, et détruisirent nos tipis. Il ne nous restait plus rien. L'hiver commençait, et ce fut l'hiver le plus rude que j'ai jamais connu. Après que les soldats se furent retirés, je pris 3 guerriers et les suivis. Leur piste indiquait qu'ils rentraient à San Carlos.